Eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, je suis Élise Fanny, je suis la responsable marketing de River System et je vous souhaite la bienvenue dans notre second webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'attractivité et de la modernisation dans le secteur de la menuiserie industrielle dans le Grand Ouest, avec Sandrine Mollet, fondatrice et directrice de River System, avec Audrey Serrault, déléguée générale de l'association Menuiserie Avenir, et Stéphanie Girardin, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications Design et Industrie du futur. Alors, pour votre information, le webinaire est enregistré et il y aura un replay qui vous sera envoyé par mail. Et pour des raisons de bon fonctionnement, mais je vois que c'est le cas et je vous en remercie, je vous demande de couper vos micros et vos caméras. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin de notre webinaire. Donc, n'hésitez pas tout au long de nos échanges d'écrire dans le chat les questions qui vous viennent et on les traitera et on y répondra à la fin. Et donc, pour des raisons effectivement de bon fonctionnement, je devais donc vous annoncer tous ces éléments-là et je vous propose donc de laisser la parole à nos trois professionnels. Et si tu le veux bien, Sandrine Mollet, je te propose de commencer. Oui, bonjour à tous. Je suis Sandrine Mollet, dirigeante de River Systems. 25 ans, donc j'ai 25 ans d'expérience en technologie de l'information et de la communication pour les comptes industriels notamment, membre aussi de l'association des héros et notamment de la commission de recrutement. Voilà. Donc j'ai fondé River Systems. Issu effectivement d'un bureau d'études spécialisé en conception de GPAO, système de planification supply chain. Et donc, River Systems, c'est donc aujourd'hui un éditeur de technologies de production, conception et production avancée pour l'industrie, avec notamment une solution MMS vraiment qui correspond au métier de la menuiserie industrielle. Notre objectif, c'est, en s'attaquant au sujet de la matière, zéro matériaux stratégiques perdus. Voilà. Merci. Audrey Serrault, est-ce que je peux te laisser te présenter? Bonjour. Audrey Serrault, déléguée générale de l'association Menuiserie Avenir, une association qui a été créée en 2010 et qui fédère les industriels des Pays de la Loire, concepteurs et fabricants dans la menuiserie industrielle. Aujourd'hui, l'association compte 27 groupes adhérents qui représentent 56 entreprises. L'objectif, c'est de promouvoir la filière et d'aider les entreprises à se développer. Est-ce que tu peux me confirmer, Audrey, que cette association, c'est la seule qui existe en France, il n'y en a pas dans toutes les régions? Il y a pas de menuiserie Avenir Grand Est ou menuiserie Avenir Sud. Donc effectivement, ça regroupe les menuiseries industrielles du Grand Ouest, mais il n'y a pas de pendant dans d'autres régions. Merci. Stéphanie Gérardin, est-ce que je peux te laisser prendre la parole pour te présenter et le campus et te présenter? Donc, je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications Design et Industrie du futur. Donc, qu'est-ce qu'un campus des métiers et des qualifications? C'est un label qui est accordé par 4 ministères, donc Éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, économie et travail. Et donc, on est porté en région par la région Pays de la Loire et puis le rectorat. On a 9 campus au niveau des Pays de la Loire. Il y en a 113 au niveau national. Là, pour le coup, on est répartis, mais chacun sur des filières d'excellence. Et le CMQ, donc Design et Industrie du futur, est transverse sur les filières industrielles et sur l'innovation. On est 90 adhérents aujourd'hui et moi je suis hébergée au niveau du lycée La Joliverie à Nantes, mais on a une vocation régionale et, et nous sommes labellisés depuis 2022. Merci. Nous vous proposons donc de poser le contexte avec notamment la vision donc de l'association Menuiserie Avenir et de ses adhérents pour nous présenter un rapide état des lieux du secteur de la menuiserie dans le Grand Ouest. Audrey, je te laisse nous introduire la situation du marché.
Le secteur de la menuiserie industrielle dans le Grand Ouest est un fort pôle de production et ça représente un tiers de la production nationale. Si on parle en termes d'emploi, on est à 14 000 emplois directs, ce qui représente un petit peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, quand on dit région, donc c'est vraiment région de Pays de la Loire plus les départements limitrophes. Et est-ce que Sur tu la, peux... Vas-y, excuse-moi. sur la notion de perception, si on continue, aujourd'hui, on peut dire, malgré beaucoup d'efforts, que le secteur est vu comme plutôt traditionnel, notamment avec l'esprit bois, et peu innovant. Et un autre fait, c'est que il est vu comme très masculin. Et ça reste un frein en fait pour diversifier les talents, pour attirer de nouveaux profils, même si on s'en réjouit, la proportion des femmes est en progression et dans la menuiserie industrielle, aujourd'hui, les femmes représentent quasi 30% des postes. On constate une certaine activité dans le recrutement, même si on n'est pas sur les niveaux d'il y a 2 ans. Mais sur ces 14 000 emplois que j'évoquais tout à l'heure, il y a toujours des postes à pourvoir et ça, c'est en continu. Si je résume, la menuiserie industrielle est un secteur qui recrute, qui est en pleine transformation et que cette transformation, elle est en partie due à la digitalisation. Aussi, Sandrine, forte de ton expérience de 20 années dans le pilotage de projets supply et innovants, est-ce que tu peux nous expliquer comment la digitalisation a un impact bénéfique pour les métiers de ce secteur? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que la digitalisation permet de moderniser l'ensemble des secteurs, notamment celui de la menuiserie industrielle. On sait que 60% des métiers de demain ne sont pas effectivement connus encore aujourd'hui. Donc, il y a une émergence de nouveaux secteurs. On voit bien ici, en fait, une représentation sur les flux de conception et de production, enfin, sur l'ensemble du process supply chain d'une industrie comme une menuiserie industrielle, qu'on a à la fois des nouveaux métiers dans ingénierie en optimisation des matériaux, par exemple, ingénierie en automatisation de la production. On a des postes, effectivement, une évolution, on va dire, des postes au niveau des techniciens qui travaillent avec des nouveaux outils type réalité augmentée ou en tout cas grâce aux capteurs qui sont mis en place, collecte de la data, ce qui fait que les techniciens ont la capacité maintenant à anticiper, en fait, avoir des outils prévisionnels, ce qui change fondamentalement la façon de fonctionner dans ces nouveaux métiers où avant on a une panne, on subit, on est en réaction. Eh bien, avec la capacité à anticiper, un technicien se retrouve finalement dans une fonction de pilotage. Et donc, c'est fondamentalement ça qui est en train aussi d'émerger avec la digitalisation et la capacité à avoir de la data et de la data prévisionnelle en anticipé. Voilà. Donc après, on retrouve bien évidemment des métiers aussi qui émergent sur la cybersécurité ou tout simplement aussi sur les flux de production en gestion logistique, éco-conception, économie circulaire, designer de flux. Voilà, tous les métiers ne sont pas bien évidemment ici. On en a identifié plus d'une quinzaine qui sont en émergence. Et donc, préparer cet impact, c'est fondamental pour pouvoir attirer les nouveaux talents. Et tu nous faisais part aussi, Sandrine, lors de la préparation, de l'impact positif de la technologie sur la transmission des savoir-faire. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le savoir-faire, surtout en menuiserie industrielle, comme le disait Audrey tout à l'heure, c'est traditionnel. Donc, le savoir-faire, il est dans la tête. Il est dans la tête des gens, des acteurs. Et demain, l'objectif aussi avec ces outils, c'est de rendre les process plus autonomes et donc de permettre en fait une transmission des procédés, des process, des procédés donc sur l'ensemble de ces métiers.
Tu l'as un petit peu esquissé, mais je veux bien que tu prennes le temps de revenir dessus. Est-ce que tu peux témoigner concrètement, lorsque le numérique est mis au cœur, hein, du process, industriel, voilà, tu as commencé à parler Alors de oui, mmh mh. je peux avoir un exemple un Merci. peu derrière. Ici avec un poste très opérationnel, avec un technicien, effectivement, toute la capacité, comme je disais tout à l'heure, à avoir de la data, de la donnée, donc sur l'ensemble des chaînes de production, sur ce qui se passe, permet, et du coup des outils aussi, pour voir, la vision prévisionnelle. Nous, c'est ce qu'on fait au sein de l'innovation River Systems, où on apporte en fait, tout le système prévisionnel pour la caractériser les matériaux prévisionnels, ce qui permet d'avoir vraiment des fonctions de pilotage avec une vue, de voir les entrants, les tenants et les aboutissants. Et comme les jeunes aujourd'hui, par exemple, veulent aussi avoir de l'autonomie, bien, ça fait partie des leviers qui sont très intéressants, Mmh. sur lesquels il faut appuyer pour voilà, démontrer aux jeunes qu'il y a des postes très structurés qui se créent dans les entreprises, qui sont plus seulement sortis des machines de découpe en tant que simples exécutants, mais vraiment avec du numérique. Et ça, pour l'attractivité de ce métier, c'est des gros atouts, notamment pour la menuiserie industrielle, très fortement présente sur le territoire. Merci pour ce témoignage, très illustrant. Hem, alors qui dit secteur en transformation, on l'a vu avec Sandrine et Audrey, dit évolution des métiers et donc en amont, il y a la question de la formation. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer les formations et les compétences nouvelles qui sont requises dans ce secteur? Oui, effectivement, comme le disaient Sandrine et Audrey, les nouvelles compétences demandées dans les branches industrielles, ça répond à de nouveaux enjeux de performance, de s'adapter à l'évolution du marché, l'acquisition de compétences sur la gestion de la data, la matière, l'optimisation des flux, la maintenance prédictive, comme tu disais Sandrine, l'intégration de l'IA avec l'évolution des métiers et des compétences associées, toutes les réglementations aussi qui évoluent, notamment sur l'énergie, la partie thermique. Donc, les formations au niveau de l'éducation nationale évoluent. Donc, que ce soit sur les formations traditionnelles qui existent, donc tu vois par exemple sur le bac pro ouvrage du bâtiment, métallerie, le BTS maintenance des systèmes connectés qui est plus transverse sur les filières industrielles, mais dont parlait tout à l'heure Sandrine. Tout ça, les établissements de formation s'adaptent aussi avec l'évolution des programmes, mais aussi avec du matériel scolaire, enfin des machines qui évoluent également. On a aussi des formations, des colorations qui sont des FCIL, donc formations complémentaires d'initiatives locales, qui sont adaptées et pour le coup qui répondent à un besoin de compétences sur un territoire par rapport à une filière. Donc en l'occurrence, par exemple sur la menuiserie industrielle, il y a la FCIL qui est proposée par le lycée Jean Monnet de menuiserie industrielle qui va rouvrir par exemple à la rentrée prochaine. Et cette formation s'inscrit sur une année supplémentaire, en fait, à l'issue d'un premier niveau de qualification. Et en l'occurrence, cette spécialisation, elle est ouverte aux personnes qui sont diplômées en menuiserie ou sur des métiers de la construction et du bâtiment. Ça permet à des jeunes d'avoir une qualification complémentaire et puis de gagner aussi en maturité. Donc, ils sont plus opérationnels aussi quand ils arrivent derrière dans les entreprises. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Sur les formations et l'adaptation aux besoins professionnels avec des formations sur mesure, on a les certificats de qualification professionnelle. Donc, par exemple, on a le certificat qui est proposé par Novea, donc le CQP, menuiserie industrielle, fabrication de portes et fenêtres. C'est le seul organisme qui propose cette formation-là. Elle a été déjà ouverte à 2 entreprises, il y a eu 10 personnes formées. Et l'intérêt de cette formation, c'est qu'elle est découpée en blocs de compétences. Et donc, les personnes, elles peuvent suivre soit l'ensemble de la formation, soit juste mobiliser des financements via le CPF, donc le compte professionnel de formation, soit la PROA, et de suivre juste un bloc de compétences qui est sur une durée plus courte, mais qui répond vraiment à un besoin aussi des entreprises. Donc,
par exemple, sur un des blocs, c'est préparer des opérations de menuiserie industrielle de fenêtres et portes et assurer le suivi de la production à son poste. Un autre, c'est produire et assembler des pièces menuisées, fenêtres et portes. Ou encore un dernier, monter des sous-ensembles et équiper des menuiseries, fenêtres et portes. Donc, on voit que, en fait, les formations suivent aussi l'évolution qui est dans les entreprises par rapport à l'évolution des besoins en compétences. Donc l'adaptation de ces formations à ces nouveaux métiers, comme tu viens de nous l'exposer, Stéphanie, est un pan effectivement pour justement coller aux nouveaux besoins de la menuiserie industrielle. Néanmoins, Sandrine, est-ce que tu peux nous développer un nouveau sujet, un autre pilier, sur quoi les entreprises peuvent s'appuyer pour attirer et donner aussi plus de sens aux missions des collaborateurs? Oui, complètement. En fait, d'un point de vue, alors moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la technologie, parce que je fais ça depuis 25 ans et au service des industries. Mais c'est vrai que bon, la technologie, pour la technologie, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, hein. Donc, ce qu'il faut vraiment toujours apporter, c'est le sens, effectivement, qu'on y apporte à cette technologie, c'est-à-dire qui elle sert, à quoi elle sert, pourquoi faire. Et aujourd'hui, c'est vrai. Donc, moi, ce qui est important là-dedans, c'est que effectivement, il y a une tendance de fond, une technologie qui émerge comme l'IA, qui est en train de bouleverser tous les nouveaux procédés, les façons de faire. Par contre, il faut que ce soit appliqué. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit appliqué, orienté métier. Ça, c'est fondamental. Et donc, pour autant, quand elle est bien appliquée sur des cas d'application très concrets, en prenant en compte les métiers, la connaissance des métiers et des postes de travail, elle donne du sens. Et ça permet aux acteurs effectivement de s'engager, aux industriels de s'engager par la RSE et d'amener sur 3 piliers la réponse. Par exemple, sur l'enjeu économique, hein, la modernisation permet d'optimiser, l'innovation qu'on développe permet d'optimiser et de réemployer les matériaux en temps réel. Hein, donc ça permet derrière des gains économiques très importants pour une industrie. Ça répond aussi, bien sûr, à des enjeux RH sociaux. Le retour qu'on a, nous, sur le terrain des acteurs du changement, des opérateurs, des concepteurs, ce que je fais, je le fais bien parce qu'on m'en donne les moyens. Donc, moderniser les usines, c'est aussi ça, c'est considérer les collaborateurs et leur donner les moyens de faire bien. Et d'améliorer en permanence, d'être acteurs, c'est les rendre acteurs sur leur façon de travailler. Et enfin, évidemment, ce qui donne du sens particulièrement aujourd'hui, où les jeunes passent tout l'impact en premier dans leur motivation, c'est de contribuer à à moderniser une usine, c'est aussi se sensibiliser et mettre en place les actions pour passer d'un process linéaire à un process circulaire. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette vision aussi de la force de la digitalisation et de la modernisation des usines. Nous allons voir maintenant comment cette digitalisation et cette innovation impactent du coup le quotidien des métiers dans la menuiserie industrielle. Et Audrey, est-ce que tu peux nous développer ce sujet-là, s'il te plaît? C'est vrai qu'on le disait en introduction du webinaire, donc il y a plus de la moitié des emplois en menuiserie industrielle qui devraient évoluer avec le développement numérique et globalement l'automatisation. Ça veut dire que cette digitalisation, elle doit être accompagnée de formation. Stéphanie l'a évoqué aussi tout à l'heure. Et ça peut être aussi en formation continue. Donc, au sein des entreprises, à titre d'exemple, hein, pour illustrer ça, il y a ce qu'on appelle un titre professionnel qui s'appelle le CIMA, donc CIMA pour conduite d'installation et de machines automatisées. En développant le cycle, on comprend tout à fait ce qu'il y a derrière. Et effectivement, les RH peuvent faire appel aux centres de formation qui vont les proposer pour aider leurs collaborateurs à monter en compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces opérateurs, ces monteurs-assembleurs vont pouvoir élaborer des programmes de commande numérique, détecter les défauts de programmation, par exemple, ou bien encore travailler et faire de la maintenance sur les robots autonomes qu'on va trouver dans les usines.
Et est-ce que tu me confirmes du coup que c'est un élément clé là pour l'attractivité et quels sont les retours que tu as, des adhérents de Menuiserie Avenir à ce sujet? On pourrait parler, chiffres ou en tout cas si les adhérents demandent ce type de formation, demandent, cette digitalisation toujours plus poussée et un accompagnement, de leurs salariés, ça veut dire qu'ils en ont besoin. Et cette montée en compétences est aussi essentielle pour, fidéliser, les collaborateurs, pour leur proposer une évolution, aussi au sein des entreprises. Donc, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'opérateurs de machines à commande numérique, que ce soit pour le bois ou les autres matériaux associés. On va avoir des gens qui vont, travailler, en commande numérique avec des langages, ISO. Donc, on aurait pu se dire: «Ça, c'était des langages, d'ingénieurs ou d'informaticiens il y a quelque temps». Non, c'est aussi des langages qu'on va travailler, au sein même des usines et puis finalement ça devient attractif, et même les cabinets on va dire, les agences d'intérim, on a des personnes en reconversion, on a aussi vraiment des demandeurs d'emploi qui viennent aussi vers ces formations-là pour intégrer, les usines et les menuisiers industriels d'une manière générale. Mais alors, du coup, comment travailler son attractivité RH? Je pense que, nos auditeurs, ont cette question, qui leur brûle les lèvres pour du coup attirer, ces jeunes talents dans la menuiserie industrielle. Comment est perçu ce secteur par les jeunes? Alors c'est vrai qu'en tant qu'association, on fait aussi ce travail avec les RH des entreprises, hein, de se dire qu'il faut moderniser, les usines. Oui, mais l'image aussi des métiers, c'est important et on est souvent confronté à des préjugés. Il y a eu beaucoup de pubs, qui ont travaillé sur, un nombre de préjugés. On a fait la même chose, ou en tout cas on a mis, 5 préjugés en avant qu'on a déconstruits. Je vous propose éventuellement de visionner la petite vidéo qui est faite et qui est dispo, hein, sur YouTube et les réseaux sociaux pour mettre en avant tout ça. Donc, un des premiers préjugés ou une des premières fausses idées, sur l'industrie en général et en menuiserie industrielle en particulier, c'est que l'industrie c'est vieillot, c'est old school. Ça c'est vraiment, une image, qui est, que le grand public a, de ce qu'il pense alors que la réalité est toute autre et on va plutôt répondre avec high-tech et évolution à ces sujets-là. Deuxième point, deuxième préjugé, la menuiserie industrielle, ce n'est pas pour les femmes. Hem, Ça, on peut vraiment dire que tout ce qui est nouvelles technologies, a réussi à réduire la pénibilité des postes, d'où le chiffre qu'on annonçait, hein, tout à l'heure sur quasiment 30 des salariés, qui sont, des femmes maintenant. Travail en industrie, c'est répétitif? Non, non plus. C'est plutôt une innovation permanente avec de la réalité mixte, pardon, de la robotique, et les emplois qui devraient évoluer comme on l'a dit tout à l'heure. Sur, l'idée numéro 4, c'est que la menuiserie industrielle, c'est pour les autres. Comme beaucoup, hein, l'industrie en général, en fait, en menuiserie industrielle, on recrute tous les profils, des créatifs, des geeks aussi, des manuels ou même des anti-études. Il y a vraiment de l'évolution de carrière possible, au sein de la menuiserie industrielle. Et le dernier, qui est un préjugé global aussi sur l'industrie, c'est qu'on est mal payé, en menuiserie industrielle. Si on prend les chiffres de l'INSEE, on se rend compte qu'en industrie, globalement, on est payé 12 plus cher, qu'ailleurs, en France. Voilà, sur ces 5 préjugés qu'on peut en tout cas déconstruire, en tout cas sur lesquels on peut apporter des éléments. Alors très bien, tu viens donc de nous présenter les préjugés, de cette jeune génération, mais du coup, quelles sont leurs attentes? Alors, les attentes des jeunes générations, c'est un vrai sujet. On entend dire, «Ah les jeunes ci, les jeunes ça, ils veulent pas travailler, ils sont pas impliqués». Non, on peut déjà commencer par travailler sur, pourquoi, comment ils sont et pourquoi. Ce que disent les spécialistes, hein, c'est qu'il y a vraiment un premier facteur de différence entre des générations qui cohabitent, en entreprise. C'est qu'on est passé d'un modèle d'éducation, d'obéissance des parents, hein, pour la génération, on va dire, d'après-guerre, un modèle d'autonomie et de développement personnel pour les générations suivantes, les générations Y et Z. Dans le fait générationnel, il y a un autre élément important à prendre en compte. La génération Z, donc qui est née entre 1996 et 2008, a vécu des événements qui l'ont marqué durablement. Les réseaux sociaux, bien sûr,
mais aussi des choses plus difficiles, comme le terrorisme ou encore la Covid-19. Donc cette génération, aujourd'hui, n'arrive pas à se projeter ou très peu. Euh, Tout ça, ça induit trois différences majeures que les dirigeants et les managers doivent prendre en compte avec ces jeunes collaborateurs qui arrivent dans les entreprises. D'abord, il y a une différence relative sur la relation à l'autorité, ensuite sur la relation au temps, et enfin la relation à l'organisation. Sur ce dernier point, les jeunes générations vont, avant d'exécuter, interroger les modes opératoires, les procédures, les process. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne commencerait pas par un autre élément? Pendant qu'on ne leur a pas prouvé qu'il y avait un intérêt à le faire comme ça, il n'y aura pas une obéissance en disant oui, je vais faire ce qu'on me demande. Sur la question de la relation au temps, les jeunes générations veulent aussi profiter du temps qu'ils ont et même du temps qui peut être du temps de hobby qu'on doit prendre sur du temps éventuellement de travail. Ils n'ont pas forcément envie de travailler du lundi au vendredi, ils veulent que leur vie perso puisse cadrer avec leur vie pro. Le respect, par exemple, la relation d'autorité pour la génération Z, c'est être traité d'égal à égal en entreprise, comme un partenaire et pas comme un collaborateur qui a un subordonné. Donc, on peut aussi dire que le management on va dire impersonnel n'est vraiment plus de mise. On doit rentrer dans du management personnalisé, avec de l'émotionnel et des ressentis. Un jeune à qui on ne demande pas comment s'est passé le week-end le lundi matin, on n'est pas tout à fait satisfait. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont à prendre en compte. Pour autant, on ne peut pas dire que les jeunes soient désengagés, désimpliqués. À 80%, quand même, le travail est important pour eux, car c'est vraiment une source d'épanouissement, mais, parce qu'il y a un mais, ils considèrent que le travail n'est pas prioritaire. Ça doit être quelque chose de nivelé, avec un équilibre à trouver entre le travail, la vie affective et familiale. On voit par exemple le congé paternité qui s'allonge, et puis la notion de centre d'intérêt. Donc on ne peut pas considérer qu'ils soient désengagés du monde professionnel, mais ils considèrent que le monde professionnel doit réussir à s'adapter à leur mode de vie aussi personnel. Merci beaucoup. Il me semble, Audrey, que toutes ces informations-là sont issues notamment, entre autres, d'un livre qui s'appelle Entreprise, les aides arrivent, comment les recruter, les manager et les fidéliser. Il me semble que l'association a travaillé avec les auteurs, c'est ça? Du coup, c'est Daniel Olivier notamment qui en est l'auteur, qui est un sociologue et voilà, avec qui on a travaillé sur ce sujet-là, justement, avec les RH en prospective, pour bien comprendre les différences et comment finalement travailler avec cette jeune génération. Et je te propose, Audrey, de garder la parole et d'introduire une réponse à la fameuse question comment, du coup, on peut répondre aux attentes de ces jeunes. Alors, pour être plus attrayant, par exemple, on a vu l'adaptation du travail sur les chaînes de production. On est passé de 3-8 à 2-8 pour plus avoir de travail de nuit, ce qui est contraignant pour la plupart des salariés en général et des jeunes en particulier. C'est aussi communiquer sur les conditions de travail, sur les perspectives d'évolution. Sandrine l'a cité tout à l'heure, mais la transmission des savoir-faire, la montée en compétences avec la réalité virtuelle, par exemple, c'est des choses qui sont plutôt attrayantes pour eux. Et encore une fois, avoir une notion vraiment de flexibilité et leur proposer ça. On va revenir sur le sujet de la formation et on va voir les initiatives éducatives qui existent et qui permettent justement de travailler à casser les préjugés qui vous ont été présentés et qui permettent du coup d'attirer les jeunes générations et les jeunes talents. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces initiatives? Tout à fait, parce que les comportements que Audrey a signalés, ben forcément, on les retrouve les mêmes en établissement de formation, puisque là, on est en amont. Et donc,
les établissements de formation, eux, essayent de s'adapter et suivent aussi l'évolution. Donc, l'acquisition des compétences, elle passe par des méthodes pédagogiques qui sont innovantes. On va être maintenant beaucoup sur de la pédagogie par projet, de la classe inversée, où là, ce sont les établissements, en fait, enfin, ce sont les jeunes qui préparent des cours sur des sujets très précis et qui vont derrière le présenter à leurs camarades. On a la question des lunettes de réalité augmentée qui permettent de s'immerger directement soit sur un atelier ou sur une machine. Donc, ça leur permet vraiment de se projeter dans la vraie vie. C'est un côté assez ludique aussi. Donc, ils sont assez friands de ces méthodes-là. Et donc, pour les personnes aussi en réinsertion, il y a la question de travailler aussi sur les compétences pour pouvoir les transposer sur d'autres filières. Donc ça marche assez bien. Et sinon, là, c'est plus le propre aussi du campus, c'est de travailler sur l'attractivité, donc en lien avec les industriels et les établissements de formation. Donc, on a un certain nombre d'actions qu'on propose qui sont très concrètes. Donc, on travaille sur des journées qui s'appellent par exemple Vivre l'industrie. Donc là, on immerge des jeunes dans un lycée professionnel avec un certain nombre d'ateliers, le témoignage d'industriels qui parlent de leur quotidien, de comment ça se passe sur l'évolution des carrières, comment ça peut, qu'on n'ait pas toujours toute sa vie sur le même poste. Ça, je pense que c'est aussi important pour eux de se projeter un petit peu. Et l'après-midi, ils vont visiter des entreprises qui leur permettent vraiment de se projeter aussi dans la vraie vie. Là, il y a l'affiche de la semaine de l'industrie. Donc là, pendant cette semaine-là, on avait proposé une session d'acculturation des parents et des élèves pour rencontrer des industriels. Parce que là aussi, il faut convaincre les parents que l'industrie, c'est un secteur très prometteur. Et donc là, on casse ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, mais on casse les préjugés et puis on leur montre tout le bienfait de l'industrie pour leurs enfants. On est présent dans les salons pour aussi attirer les jeunes et leur parler des formations et des métiers. On a une exposition photo aussi qu'on a proposée qui est sur la beauté du geste industriel. Donc notamment là, par exemple, on a la société K-Line qui montre des opérateurs de production. Ces expositions-là, c'est des grands panneaux qui vont dans les établissements au moment des portes ouvertes, des forums. Et donc, même si c'est juste un visuel, ça capte et ça montre aussi que les entreprises aujourd'hui sont plus forcément les représentations que leurs parents pouvaient en avoir. Et eux, ils connaissent pas forcément l'entreprise de l'intérieur. Donc, ça les immerge un peu plus. Voilà, dans les grandes lignes des actions qu'on peut faire. Merci beaucoup pour toutes ces illustrations et ces cas concrets. Alors, on a rapidement parlé au début de ce webinaire. Évidemment, c'est un sujet qui est quand même nécessite un focus sur le fait que c'est un secteur qui reste encore masculin. Donc, on vous propose à présent de voir les actions qui peuvent être mises en place pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles, évidemment, à s'orienter dans ces branches industrielles. Audrey, je te donne la parole à ce sujet-là pour l'instant. Voilà, on a remis quelques points sur les préjugés, notamment, il y en avait un sur cette filière qui n'est pas faite qui ne serait pas faite pour les femmes. Aujourd'hui, vraiment, les nouvelles technologies, les évolutions organisationnelles et de process ont vraiment fortement réduit la pénibilité sur les postes, notamment tout ce qui est charge. Donc, ça aide bien sûr à les intégrer. Encore plus concrètement, c'est aussi adapter les espaces de pause, c'est adapter les vestiaires, c'est avoir des coupes de vêtements de travail adaptées aux femmes. Et c'est aussi bien évidemment investir dans tout ce qui est aide au levage et au port de charge, puisque c'est aussi ça, un frein spécifique de dire c'est trop lourd pour moi, ce sera trop contraignant, trop fatigant. Quelques exemples d'actions d'entreprises pour intégrer les femmes. En tout cas, je vais plutôt parler de ce que peut faire aussi l'association sur les métiers en tension dans la menuiserie industrielle, par exemple. On a mis en place des vidéos pour expliquer ce qu'étaient concrètement ces postes-là, à quoi ressemblait leur quotidien. Donc, de monteurs-assembleurs, mais aussi de chauffeurs routiers, de techniciens de bureaux d'études, par exemple. Et puis, on organise également une fois par an ce qu'on appelle les Join Me Days. Donc, c'est vraiment
un mois de la menuiserie industrielle dédié au recrutement et à l'innovation. Et ces journées visent à attirer des jeunes talents en ouvrant les portes des industries et en voyant sur le terrain que l'atelier n'est pas uniquement masculin et montrer qu'il y a des vraies possibilités d'adaptation dans ces postes-là. Donc, toutes ces actions de communication vers le grand public, vers les parents, comme disait Stéphanie tout à l'heure, vers les jeunes, ça permet de moderniser l'image du secteur et de montrer qu'une femme y a toute sa place. Alors Sandrine, on avait très envie, si tu le veux bien, que tu nous partages ton expérience parce que tu es une femme dirigeante dans l'industrie qui a voilà, eu l'occasion de travailler dans des milieux quand même aussi assez masculins. Et donc, est-ce que tu peux nous parler des perspectives d'évolution auxquelles tu peux penser pour que les femmes prennent leur place dans l'industrie? Bah, oui, tout à fait. C'est un vrai sujet, c'est une réalité. C'est vrai que là, sur plus de, par exemple, dernièrement, plus de 30 rendez-vous ou 30 industries adressées, notamment en menuiserie. Voilà, on a rencontré une seule directrice industrielle. En l'occurrence, c'est la menuiserie Sotoferme avec Delphine Pichery. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage. Parce qu'effectivement, voilà, il y a ils ont toute leur place pour diriger et amener voilà, tout leur talent aussi pour ces métiers. En termes effectivement de témoignages, je pense que ce qui est important pour vraiment attirer, c'est déjà se questionner en amont. Comment amener la parité et comment donner envie, tout simplement. Et je pense en se posant les questions, déjà, on va s'orienter vers l'action, vers le fait de trouver des réponses. Donc, un webinaire comme celui d'aujourd'hui avec Audrey, avec Stéphanie, permet vraiment déjà de pouvoir se dire, OK, on n'est pas tout seul. Il y a sur le territoire aussi des acteurs qui permettent de s'ouvrir, d'y réfléchir, d'aller mener des actions, d'aller chercher des miroirs, voilà, pour réfléchir comment on peut dynamiser ça. Donc ça, c'est déjà des premiers atouts qu'amène le territoire. Et après, on descend finalement dans l'opérationnel et on se dit comment valoriser les postes de travail, que ce soit en conception, bureau d'études, production, logistique, etc. Et de se dire, voilà, c'est ce qu'a fait Caline, comme le disait tout à l'heure Stéphanie. Donc, il faut effectivement inviter les industriels à ouvrir leurs portes. Vous avez aussi Atlantique Ouverture qui fait une porte ouverte aujourd'hui et demain. Bon, voilà, ce sont des exemples. Donc, il y a des initiatives qui sont faites. Et il faut poursuivre. On invite effectivement à poursuivre dans ce sens. Et puis, pour témoigner peut-être quelque chose, apporter un témoignage très concret sur la mise en place d'une technologie, effectivement, et comment la conduite du changement elle est fondamentale pour favoriser l'adhésion, l'appropriation. Eh bien, tout simplement, il faut pouvoir apporter aussi des réponses. Nous, en tant qu'éditeur technologique, toute la question clé, c'est de se dire comment on se met à côté des opérateurs, à côté des concepteurs, on construit, on design les écrans même avec eux, donc pour pouvoir amener en fait une solution qui soit simple, qui soit vraiment au service de leur performance. Sandrine, on ne vous entend plus. Élise non plus.
pour mettre en place vraiment un centre de découpe circulaire. Donc, c'est un nouveau procédé, technologie avec de la data, de la donnée, mais encore une fois, elle a été pensée pour qu'elle soit simple. Et il y a eu vraiment des freins au départ, hein, des freins, des appréhensions assez fortes. Et finalement, le verbatim qu'on a aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était aussi simple et aussi facile d'utilisation. Et ça, c'est une victoire, effectivement, quand on amène une technologie. Mais ça veut dire que c'est possible. C'est-à-dire que même des générations qui ont les savoir-faire, qui partent en retraite ou qui vont être dans cette transmission, eh bien, au contraire, c'est qu'elles ont le métier, elles ont la légitimité, la crédibilité et passer le témoin en disant bah, moi aussi, voilà, j'ai touché à ces nouvelles façons de faire et donc maintenant, voilà, aux futures générations de prendre le relais. Merci pour ce témoignage. Je m'excuse encore pour ce bug technique qui est réglé. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler des dispositifs qui existent également de votre côté pour sensibiliser justement le public féminin à s'orienter vers l'industrie? Oui, parce qu'autant vous dire que si on ne retrouve pas les jeunes filles qui postulent dans l'industrie, c'est parce qu'à un moment donné, elles ne sont pas venues non plus en formation au préalable. Donc là, l'idée, c'était, on a conçu un jeu qui s'appelle Quest et qui est venu du constat que en fait, il y avait une pénurie de recrutement sur certains métiers en tension et notamment qui était due parce qu'il y avait une pénurie de candidatures féminines. Donc ce jeu-là, on l'a conçu avec un lycée professionnel de Vendée qui est Saint-François d'Assise et 4 industriels. Donc il y avait Sodebo, Fleury-Michon, le groupe Atlantique et les meubles Gauthier. Et on a fait un jeu de plateau, en fait, justement, là, on voulait un peu casser les codes et pas partir sur du numérique, mais bien d'être un jeu où il y a un échange qui se crée. Et on est sur 12 métiers, et notamment par rapport au métier de la menuiserie industrielle, on a le métier de programmeuse, le métier de prototypiste, le métier de dessinatrice d'études. Et en fait, ce sont des métiers qui sont totalement méconnus des jeunes, donc, et des profs aussi d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on les joue, là on joue avec des publics qui sont soit de quatrième, troisième, voire seconde, pour les sensibiliser. Et donc l'idée c'est de bien connaître, on leur met des fiches métiers, il y a un petit parcours ludique, et donc on a les aptitudes, on a les compétences techniques à acquérir, les diplômes et vers quoi ça évolue. Et les jeunes sont vraiment assez, enfin, en tout cas ils découvrent des métiers dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc ça c'est plutôt favorable. Et on a aussi la journée Vivre l'industrie, là on voit un exemple, mais à chaque fois on sensibilise bien sur les possibilités des jeunes filles de rejoindre l'industrie avec tous les arguments qu'a pu et lever les fausses idées qu'a pu soulever Audrey tout à l'heure. Un cas très concret pour dire que tout n'est pas perdu quand même, le fait, justement, là, comme le disait Sandrine tout à l'heure, de la nouvelle organisation qui peut se mettre au sein des entreprises fait que les horaires, par exemple, peuvent être un facteur attractif. Et on voit, par exemple, dans certaines entreprises où on a un afflux sur certains postes de femmes qui quittent leur métier, soit du commerce, de l'esthétique ou autre, parce qu'il y a un moment un problème d'horaire et d'adaptation au travail. Donc, elles préfèrent venir travailler dans les entreprises industrielles pour avoir leur samedi, par exemple, de libre ou finir plus tôt le soir pour récupérer les enfants. Donc voilà, c'est des actions aussi qui peuvent faire en sorte que quand on travaille sur les conditions de travail, à un moment donné, ça peut être aussi parlant pour des femmes. Merci beaucoup. Ce jeu, est-ce que tu peux nous préciser rapidement ce jeu Quest qui est vraiment très intéressant et qui a le mérite d'exister? Comment, si les menuiseries industrielles sont intéressées pour s'appuyer dessus, pour faire de la sensibilisation, est-ce que c'est possible? Oui, oui, tout à fait. Là, on joue en entreprise, on joue dans les établissements. Donc là, il suffit de se rapprocher de moi et puis on met une boîte à disposition. Les règles du jeu sont très facilement, enfin, on s'approprie très facilement les règles du jeu. Ce qui est idéal, c'est quand on a des animateurs qui sont des industriels. C'est beaucoup plus, forcément, parce qu'ils racontent les petites anecdotes sur les métiers et tout. Donc c'est beaucoup plus pertinent, percutant et ça fonctionne très bien. Merci. Ou Audrey directement, parce qu'Audrey, on est en lien. Donc voilà, ça peut se. Ah, également. OK. Ouais. Merci beaucoup. On approche de la fin de notre échange et de notre webinaire.
Avant de laisser la conclusion à nos 3 professionnels, je vous propose une synthèse des points que nous avons abordés. Je retiens que la menuiserie industrielle, elle n'échappe pas à la dynamique vécue par l'industrie en général, avec cependant quelques avantages et forces spécifiques. Il y a une variété, une vraie richesse d'entreprises en termes de taille, en termes de groupe, en termes de, voilà, si c'est des groupes et des entreprises familiales ou non, et sur un territoire qui est vraiment riche de propositions dans le Grand Ouest, ce qui nécessite d'ailleurs que le sujet qu'on vient d'aborder dans le webinaire de l'attractivité RH soit pris en charge et soit pris en compte par l'entreprise, parce que sinon, c'est l'entreprise voisine qui aura l'avantage, si je peux le dire de cette manière-là. Autre point, c'est une activité qui peut être considérée comme au cœur des enjeux RSE. Sandrine l'a développé. Ces enjeux RSE qui sont au cœur de notre société et qui peuvent répondre à des animations de cette jeune génération avec la capacité à innover dans des produits beaucoup plus durables et qui répondent à des besoins également de frugalité énergétique. Donc, c'est autant d'opportunités, pardon, à susciter l'intérêt de contribuer à être acteur dans ce secteur d'activité. Et je conclurai la synthèse avec l'idée que, contrairement aux apparences d'une homogénéité sur ce type de produit qu'est la menuiserie industrielle, il y a une véritable créativité et une innovation. Il y a de la R&D qui sont très présents et qui peuvent être des moteurs d'attractivité et aussi mais aussi de fidélisation. Donc, je vous demande si vous voulez bien vous prêter à l'exercice, Stéphanie, Audrey et Sandrine, de laisser un message clé pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur attractivité. Peut-être Stéphanie, si tu as envie de commencer. Bon, c'est assez simple, c'est ouvrez vos portes, faites découvrir vos métiers et vos entreprises de l'intérieur. C'est le meilleur moyen d'attirer les jeunes pour vous découvrir. Merci. Audrey? Actions qui sont faites, mais peu de communication souvent autour. Donc, communiquer, communiquer et communiquer. Merci. Et Sandrine, je crois que tu avais envie de partager des bonnes pratiques. Oui, par exemple, alors 5 bonnes pratiques pour gagner en attractivité. Un, c'est effectivement donner la parole aux équipes, aux collaborateurs qui vont aussi être les meilleurs ambassadeurs ou la vitrine pour expliquer ces métiers. Adapter son management, comme avec des exemples qui ont été donnés tout à l'heure, s'ouvrir, vraiment s'ouvrir avec ces nouvelles pratiques, s'appuyer sur l'industrie 4.0, évidemment, ce qui permet de moderniser sur la technologie, la data. Voilà, ça donne du sens, et c'est la technologie, pas pour la technologie, mais bien parce que ça modernise, ça donne du sens, ça emmène vers l'avenir. Et puis, enfin, favoriser la mobilité interne des postes. C'est vrai que, par exemple, les jeunes aujourd'hui, voilà, ils vont, comment dire, on sait que d'ici jusqu'à leurs 38 ans, les jeunes auront fait 8 à 10 postes différents. Donc, c'est aussi ça, c'est pas s'enfermer là, et c'est de voir des perspectives d'évolution, passer d'un poste d'opérateur de production à je gère un magasin de logistique, de matériaux de seconde vie, par exemple. Et donc, voilà, c'est cette mobilité qu'il faut valoriser. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci aussi pour votre écoute. Il va être l'heure effectivement d'échanger et de répondre à vos questions. Je rappelle aussi que si vous devez partir, vous pouvez nous communiquer malgré tout dans le chat vos questions et on y répondra et vous aurez la réponse avec le replay. Peut-être, il y a donc peut-être une première question et j'en vois d'autres qui arrivent. En attendant, Sandrine, je pense qu'elle est pour toi. Il y a une question qui est: quels sont les freins que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés avec River System et auxquels vous avez été confrontés? Ah oui, ça c'est effectivement une question clé qu'on a dans le cadre du déploiement de la technologie River Systems, du MMS pour gérer les matériaux. C'est souvent, avant même de démarrer, c'est la peur du changement, hein, tout simplement, la réticence. On a peur plus souvent de perdre quelque chose plutôt que de voir ce qu'on a y gagné. Donc ça, c'est les premiers freins. Et donc, il faut passer au-delà de ces freins-là et comprendre, en fait, qu'est-ce que la personne, elle a
Elle a peur de perdre. Et c'est souvent en fait l'expertise. Comme on maîtrise son rôle et son poste, eh bien, on a souvent peur de perdre son savoir-faire ou en tout cas sa légitimité dans l'entreprise. Donc, il faut passer au-delà de ça. Et donc, comment dire, répondre avec une démarche d'aller chercher l'adhésion, l'appropriation, la façon d'utiliser et de l'impliquer dans l'amélioration continue. Merci pour ta réponse. Une question pour toi, Audrey. Quelles sont les ressources qui sont disponibles au niveau de l'association? Est-ce qu'elles sont disponibles? Voilà, comment fonctionne la mise à disposition de tout ce que vous possédez au sein de Menuiserie Avenir? Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a une notion d'adhésion pour intégrer l'association, mais la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, tout comme les vidéos sur les posts spécifiques, sont disponibles sur le site web et sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées ou réutilisées d'une manière générale on va dire, par tout à chacun si on veut mettre en avant un métier. Il y a aussi beaucoup des témoignages de collaborateurs des entreprises qui sont disponibles, ainsi aussi que des discours et des points spécifiques par rapport à chaque entreprise DRH. Donc tout ça, ça fait partie, on va dire, de la bibliothèque en vidéo pour l'asso, et du coup, c'est disponible sur le site web. Merci beaucoup. J'ai une question, je vais la lire tout haut, je ne suis pas certaine de comprendre exactement le sens. Pourriez-vous approfondir quelques exemples, donc avec quelques exemples ou quelques pistes, pour accompagner les employés déjà en place face aux changements apportés par la digitalisation? Je pense, Sandrine, que cette question tu as peut-être en partie une réponse d'exemples de modernisation des centres de débit ou alors des innovations un peu plus industrielles ou techno. Peut-être aussi, Audrey, si tu as des témoignages lors de visites de menuiserie. Alors, Je te laisse introduire. oui, Pardon. tout à fait, je te laisserai compléter, Audrey. Donc effectivement, sur les postes, les centres de débit, centres d'usinage, les dubus, les firmeurs, voilà, vous êtes des spécialistes de la menuiserie, donc tous ces noms devraient vous parler fortement. En fait, les pistes pour effectivement apporter ce changement, c'est d'être à côté, hein, je le disais tout à l'heure, c'est déjà de comprendre d'abord d'où partent, enfin, c'est-à-dire comprendre bien comment fonctionne en fait de manière vraiment ultra opérationnelle. En nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'ultra opérationnel. Donc, c'est comprendre comment ça fonctionne et comment on passe d'un point A à un point B. Et donc, finalement, quel est le gap et comprendre ce qui va vraiment changer. Donc, c'est se mettre à côté vraiment des acteurs et non pas en face ou non pas en conseilleur, surtout pas. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que nous, on vit, on préconise et en fait, et c'est ce qui fonctionne. Voilà. Et ça, c'est notre plus grande victoire parce que c'est toujours très challengeant d'apporter une innovation, surtout de rupture quand elle est construite pour les 30 ans à venir. On est pionnier sur ce sujet. Je sais que les équipes ici vraiment ont cette humilité-là et je crois que c'est ce qui nous caractérise et ce qu'apprécient nos clients. Donc voilà quelques exemples. Merci. Vas-y, Audrey. Il y aurait certainement aussi effectivement par l'écoute et la notion de formation. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont traités, notamment chez Novea, sur ce sujet-là, pour transmettre aussi et faire comprendre que c'est pas si difficile que ça. Donc, il y a des vrais temps en fait de travail sur des scénarios pour de la réalité virtuelle, de la réalité mixte. On va être à côté d'un opérateur qui a un savoir-faire que l'on va observer, détailler, que l'on va traduire en scénario, et du coup avec notamment des lunettes ou un casque, on va pouvoir, du coup, une personne autre va pouvoir s'approprier ce savoir-faire et finalement se rendre compte que c'est pas
qui a la technicité, mais qu'elle est tout à fait, qui est tout à fait possible de l'acquérir. Donc voilà, c'est aussi parfois ces outils-là qui vont être un pont entre deux opérateurs ou bien même deux process différents. Donc, j'abonde dans le sens d'Audrey, parce que je pense qu'il y a vraiment au niveau des établissements de formation des capacités à accompagner justement ce changement et d'accompagner avec des formations qui sont sur mesure pour s'adapter aussi au niveau où sont les gens et les emmener à un niveau où là les besoins en compétences se font sentir, mais que ce soit en fait, le plus doux possible pour les personnes qui sont en entreprise et sans le moindre, enfin en tout cas avec le moins de stress possible. C'est ça, exactement l'enjeu, c'est ça. Merci beaucoup à toutes les trois. Il va être temps de se déconnecter et de mettre fin à ce webinaire. Il y aura le replay et on vous le transmettra. Merci beaucoup et très bonne journée à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.